Yorana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Les entrepreneurs au Fénois sont nombreux, mais certains se démarquent des autres dans leur démarche. Parmi eux, on retrouve notamment Emmanuelle Hascoe, blogueuse et influenceuse beauté qui a monté son business Beauty Vahine en 2016 et ne cesse de le développer au fil du temps. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation riche entre Philippe et Emmanuelle sur le projet Beauty Vahine, son parcours d'entrepreneuse unique et ses projets d'avenir. Emmanuelle, Yorana. Yorana. Bienvenue sur les Pacific Buzz, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation surtout. On sent l'habitude d'être derrière le micro et la caméra et du coup c'est toi qui accueille les gens. On change de rôle aujourd'hui. Alors Emmanuelle, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et comment tu en es arrivé à créer donc ton entreprise Beauty Vahine que tu gères aujourd'hui? Alors, donc, les gens me connaissent sous le pseudonyme Beauty Vahine, sinon je m'appelle Emmanuelle Hascoe. Je suis maman de 2 enfants, mariée, et puis voilà. Donc, avant de créer mon entreprise en 2016, alors, sous le nom Beauty Vahine, parce qu'avant ça, je faisais déjà des petites choses en fait, où je faisais moi-même mes colliers, je les mettais en vente, j'organisais des défilés avec des filles pour pouvoir me mettre déjà, on va dire, dans l'ambiance de l'entrepreneuriat. Avant ça, j'ai été employée pendant 15 ans dans l'aéronautique. D'accord. Je travaillais dans un bureau d'ingénieur aéronautique et je pense être arrivée avoir fait le tour et j'ai eu envie, très très forte envie d'entreprendre et surtout de pouvoir apporter de la valeur aux autres et faire des choses différentes de ce que je faisais déjà en tant que salarié. D'accord. Donc c'est un changement quand même assez drastique de carrière, radical, voilà. De passer de quelque chose de très technique, presque scientifique, à la créativité plus artistique. Disons que j'ai toujours eu ce côté depuis toute petite, créatif. Et pour moi, en fait, être salarié, c'était le chemin, on va dire, normal que tout le monde empruntait. Et à l'époque, en tout cas à mon époque, à moi, on ne parlait pas tant que ça de devenir entrepreneur. C'était quelque chose qui était peut-être dédié aux autres, mais en tout cas, nous, quand on sortait de l'école, c'était le chemin tracé. C'était de devenir salarié pour bien gagner de l'argent, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc, mais le côté créatif, je l'ai toujours eu depuis petite. Et ça a été en sommeil, on va dire, pendant un certain nombre d'années. Parce que je me concentrais vraiment, c'était important pour moi en tant que salarié. J'ai toujours aimé ce que je faisais. Je me suis jamais dit jamais je ne serai pas salarié, je ne veux pas être comme ces gens qui restent assis toute la journée. Non, ça a fait partie vraiment d'une expérience de vie. J'ai aimé être salarié et toute expérience que ça m'a apporté. Mais j'ai voulu passer vraiment à autre chose. Bon, après, on va dire qu'il y a eu vraiment un événement déterminant. Un déclic. Un déclic, mais après, c'est un certain nombre de choses qui se sont accumulées. Voilà, je me suis dit à un moment donné, je pense que ta place n'est plus là, mais il faut avoir le courage de partir. Donc, qu'est-ce qui a été déclencheur alors justement? Oui, alors en fait, à un moment donné, je me suis dit, voilà, je vais demander une demande de dispo, mais je n'osais pas trop parce que voilà, on a tous, je pense, des charges. En fin de mois, on a tous des choses à payer et j'étais assez confortable dans le fait d'être salarié parce que je gagnais relativement bien ma vie. Et faire accepter ça à mon mari, de lui faire comprendre que qu'on allait finalement changer de vie, c'était un petit peu compliqué. Du coup, l'événement en fait marquant, ça a été j'avais envie d'être de plus en plus avec mes enfants, de les voir grandir. Et un jour, en allant chez une de mes tantes, chez mon neveu et mon fils, en fait, qui sont tombés de je sais plus combien de mètres en fait de hauteur quoi. Et à un moment donné j'ai vraiment eu peur et je me suis dit que là si j'étais pas là il y aurait eu quelque chose, un brèche en train de passer à côté de quelque chose, j'avais envie d'être de plus en plus avec eux. On a atterri à l'hôpital, etc. Et j'ai tellement hésité à déposer ce papier sur le bureau de mon chef pour lui dire que j'aimerais prendre une dispo, que le lundi, en fait, j'ai plus attendu, en fait, j'ai même pas demandé à personne. J'y suis allée, j'ai déposé. Par contre, j'ai quand même respecté une des volontés de mon mari, c'était, je comprends ta position, mais tu y vas peut-être un petit peu trop tête baissée. Dépose un papier de demande de dispo.
Finalement, j'ai quand même déposé le papier de demande de dispo. Et ça s'est enchaîné un petit peu comme ça. Et finalement, je ne suis pas partie en dispo, je suis partie. Je suis partie quelques mois après de... Tu as démissionné complètement. Voilà, je suis partie. D'accord. Un départ compliqué. Je ne pense pas que je vais aborder cette partie-là. Non, bien sûr. Un départ un petit peu compliqué, mais un départ quand même. Pour un nouveau départ, une nouvelle vie. D'accord. Mais alors du coup, tu t'es dédié à tes enfants. Qu'est-ce qui après t'a fait dire, maintenant j'ai envie de créer une activité, que ce soit les bijoux, la création, et aujourd'hui Beauty Vainé. Alors avant de partir, je suis partie en 2017. Avant ça, j'avais déjà créé Beauty Vainé. Bon, en réalité, ça s'appelle Beauty by Vainé Tahiti. C'était rentrer chez les gens sous forme de vidéo, chez les femmes essentiellement, parce qu'il y avait vraiment une audience ciblée. C'était de pouvoir parler aux femmes et de leur dire que tout ce qu'elles ont envie d'accomplir dans la vie est possible, mais que la clé c'était elle. C'était en fait ça le message principal, d'apporter de la valeur, mais de façon, on va dire, un petit peu, je sais pas s'il faut dire futile, ou c'était par le maquillage, par des tutoriels, c'était très à la mode à ce moment-là. J'en ai regardé beaucoup sur YouTube et je me suis dit que c'était comme ça que moi aussi j'avais envie d'entrer chez les femmes et de taper un petit peu à leurs potes et sous forme de vidéo et de leur dire que elles étaient capables de faire certaines choses. Donc ça a commencé comme ça en 2016 et ensuite je savais que j'allais pas tarder, que j'allais pas pouvoir en fait faire et mon travail de salarié et en même temps d'être faire les deux en même temps avec la famille en plus, ça fait beaucoup. Ça faisait beaucoup parce que moi je travaillais sur donc ce projet Beauty Vainé après mes heures de travail. Je terminais à 17h, 17h30, le temps de récupérer les enfants. Et ensuite, quand on rentre, il y a à faire à manger. Enfin, toute la partie, on va dire, familiale qui a à gérer. Je commençais à travailler, il était 9h. Donc, je tournais des vidéos et je faisais les montages sur plusieurs jours parce que je pouvais pas... Parce que la journée, je travaillais en tant que salarié et ce sont des choses que tu ne peux pas faire en même temps que ton boulot. Parce que là où je travaillais, c'était... Tu peux pas parce que personnellement, déjà... tu as un engagement auprès de ton employeur, mais même c'est sur des choses qui sont tellement spécifiques que voilà. Et j'avais du mal à un moment donné à être à 100% dans les deux. Tu peux pas. Tu peux pas. En fait, soit tu donnes à fond quelque part et il te reste un petit peu pour gérer ton entreprise. À ce moment-là, pour moi, c'était pas la peine. Parce que j'avais vraiment envie d'emmener Beauty Vainé plus loin. Et si j'avais juste envie d'avoir quelque chose à côté, j'aurais laissé comme ça. Je commençais à devenir réellement moins productive au travail parce que je n'avais plus tout simplement envie d'être là. Et au lieu de me battre contre quelque chose et d'aller, alors vous m'excusez du terme, emmerder un petit peu ton employeur qui t'a rien fait à la base, j'ai pris c'est mieux de partir tout simplement. Si ça peut être un message pour des personnes qui ne savent plus trop où est-ce qu'elles en sont et qu'elles ont envie de faire, de construire quelque chose en tant qu'entrepreneur, il va falloir à un moment donné lâcher quelque chose. Bien sûr. Faut faire un choix. S'ils arrivent à faire les deux toute leur vie, tant mieux. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut faire un choix. C'est pas forcément évident. On est bien au début parce qu'on est confortable dans l'idée d'avoir sauté le pas. Mais encore, c'est pas évident. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de gens qui hésitent parce que derrière... ils savent qu'il y a des conséquences, ils ne savent pas trop en fait qu'est-ce que le pour et le contre finalement tu vas avoir. Est-ce que tu vas pouvoir vivre sur toute cette activité? Parce qu'on en parlera je pense pendant le podcast, mais c'est pas évident. Non, du tout. C'est un vrai défi, en sachant après qu'il faut se nourrir, il faut nourrir ta famille, il faut pouvoir se payer aussi. Ça c'est encore autre chose. Donc voilà à peu près pour ça. Et du coup, alors Beauty Vainé aujourd'hui, c'est quoi? Alors, est-ce que comment ça a évolué, où tu en es aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, déjà, juste pour faire une toute petite rétrospective, c'est que dans 2016, j'ai créé Beauty Vainé. Beauty Vainé. Je faisais essentiellement des vidéos toutes les semaines, mais vraiment de façon assidue, jusqu'à ce que le Covid arrive. Alors, j'avais des partenariats parce que je faisais beaucoup de placements de produits et j'étais rémunérée comme ça. Ensuite, je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. À savoir qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, en fait, on entend parler beaucoup de TikTokers, alors qu'à l'époque,
avoir des contrats avec des marques pour pouvoir faire des placements de produits, mais les gens ne connaissaient pas. Ici, c'était encore oui, on était encore très loin de ce qu'on pouvait voir à l'international. Donc, je vivais essentiellement des placements de produits. J'avais des partenariats réguliers, ça se passait très très bien. En 2020, donc le Covid est arrivé, ça a été compliqué pour tout le monde et pour moi aussi. J'imagine que les marketing, toutes les campagnes marketing ont été coupées à cause des problèmes budgétaires. Ça a été coupé parce qu'en fait, on ne se déplaçait plus, il n'y avait plus trop. Et pourtant que j'aurais pu faire quand même, d'aller chercher plus loin, c'est de continuer les vidéos, mais en sponsorisant, on va dire, ce que j'allais partager avec les gens différemment. J'ai creusé pendant un moment et on va dire que le fait d'être seul et qu'on soit éloigné de tout et de ne pas être éligible, un pays éligible à la monétisation, ce genre de choses, ça a été compliqué. Donc aujourd'hui, Beauty Valiné, donc depuis 1 an, j'ai recréé une boutique en ligne. Parce qu'avant ça, j'avais déjà une boutique en ligne qui a duré très peu de temps. Parce que je faisais essentiellement du dropshipping. J'ai mis énormément de temps parce que je fais tout moi-même. Donc les vidéos, c'est une partie que je kiffe énormément, tout ce qui est digital. Et bref, j'avais tout monté moi-même et à un moment donné pour me rendre compte que finalement le dropshipping ça m'intéressait pas plus que ça. Alors rapidement pour peut-être nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, le dropshipping c'est... Alors le dropshipping en fait c'est le fait d'avoir une boutique en ligne mais de ne pas avoir de stock. D'accord. Le stock est directement chez le fournisseur et on fait la liaison entre le fournisseur et le client directement qui est livré via le fournisseur. D'accord. Et nous entre-temps en fait c'est nous qui faisons la liaison entre... tu fais la vente mais la gestion de la partie logistique c'est toujours le fournisseur. Et ça, c'est compliqué de ne pas avoir. Enfin, personnellement, c'est un modèle que je n'avais pas forcément envie de développer plus. Ensuite, on a beaucoup parlé du dropshipping, en travers. Voilà. Mais en tout cas, moi, à partir de 2020, ce que j'ai développé, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. C'était par rapport à mon parcours depuis 2016, parce qu'on me voyait beaucoup sur les réseaux, surtout sur Facebook. De pouvoir aider d'autres femmes, parce que moi, mon audience, c'est essentiellement des femmes, à pouvoir, elles aussi, en fait, au-delà d'avoir confiance en elles, de sauter le pas. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens de quitter leur travail. C'est d'être un exemple pour pouvoir leur dire qu'elles sont capables de réaliser certaines choses. Et donc, j'ai fait du coaching, en fait, pour pouvoir, du coaching en digital, essentiellement sur Facebook. Et puis voilà. Entre-temps, maintenant, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Makaina Shop. Et là, par contre, c'est des produits physiques, mais aussi des produits digitaux, parce que je suis en train de terminer ma toute première formation. Je faisais déjà des formations à l'époque, mais là, sur cette boutique-là, ma toute première formation dédiée exclusivement à la gestion de budget. D'accord. Du budget personnel ou... Du budget personnel, familial. D'accord, ok. C'est un important accompagnement aux familles pour les aider à gérer leur budget. Voilà. D'accord. Sous forme de vidéo et après... en fait, voilà, tout sera expliqué dans la formation. Les gens qui me suivent, parce que maintenant je suis sur TikTok, aussi incroyable que ça. Il faut. Je me suis mise à TikTok parce que là-bas, pour ceux qui connaissent peut-être pas, en fait, les histoires d'algorithmes et tout, mais j'en parle juste vite fait, c'est que là-bas, en fait, là, au niveau visibilité, on a encore, je vais pas dire qu'on n'a encore rien touché, mais l'algorithme, il marche bien. Ouais. Donc du coup, il y a du potentiel d'être là-bas, des choses que j'aurais pas cru au début. Je pensais qu'on faisait que danser sur TikTok et finalement, non, c'était très bien. Oui. Donc complète entrepreneur digital au final, est-ce que tu te qualifierais d'influenceuse? À l'époque, le terme est arrivé après 2016-2017, j'ai commencé à entendre que voilà, j'étais influenceuse. Je n'ai jamais aimé ce mot, j'avoue je n'aime pas le fait, et pourtant c'est quand même, il y a une certaine réalité là-dedans, c'est le fait d'influencer les autres. Finalement on est tous capables d'influencer la décision de quelqu'un d'autre, mais c'est de nous mettre vraiment dans une catégorie de personnes qui n'est là en fait finalement que pour influencer des décisions sur un achat. Alors que moi, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était d'apporter de la valeur. Évidemment, derrière, je faisais des placements, j'étais rémunérée pour ça.
Et oui, influenceuse, mais c'est un terme que je n'aime, j'arrive pas à m'associer à ce terme-là en tout cas. D'accord, donc comment tu te qualifierais alors du coup C'est une très bonne question parce que dernièrement, je me suis même demandé, mais finalement, tu fais, c'est quoi le thème qui te définirait le mieux? À un moment donné, c'était blogueuse, mais finalement, je n'ai plus de blog. Donc du coup, c'est le terme est un peu passé de mode maintenant, j'imagine. Oui, c'est passé de mode, mais pourtant, le blog, ça fonctionne toujours. Toujours aussi bien, j'ai du mal à dire, je n'ai pas de mots aujourd'hui pour définir qui je suis. C'est, à part entrepreneur, j'ai du mal. On va dire que c'est Emmanuel de Beauty Variné. C'est ça, on va juste dire ça aujourd'hui en 2022, on va dire ça, et puis peut-être que plus tard je trouverai un terme qui mais finalement on n'a pas forcément envie de se mettre dans. C'est ça la beauté aujourd'hui en fait, il y a une certaine liberté où je ne me définis pas comme je suis telle. Ou sinon, j'ai plusieurs casquettes. Ok. Alors, ça fait 6 ans maintenant que tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale, de 2016 jusqu'à 2022 déjà. Donc, tu as déjà quand même un bon petit parcours entrepreneurial. Du coup, au travers de ces 6 années, c'est une question qu'on aime bien poser sur ce podcast. Quelle a été la meilleure leçon que tu aies apprise sur l'entrepreneuriat, sur toi-même, sur plein de choses? Et quelle a été la pire leçon que tu aies apprise? Alors, déjà de ne pas abandonner. Ça, c'est la meilleure ou la pire? La meilleure chose que j'ai pu apprendre, c'est de croire en moi, de continuer de toujours croire en moi, de ne pas abandonner. Ça, je le mets dans la même catégorie. Parce qu'il peut y avoir, c'est difficile, là, les gens ils pensent, je ne sais pas comment ce qu'ils pensent finalement, qu'est-ce que c'est que d'être entrepreneur, encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a mis l'accent sur le fait que tout va devenir de plus en plus difficile sur tous les niveaux. Et j'ai l'impression que ça donne moins de... J'espère que les gens ne se disent pas que finalement, je vais laisser tomber mes rêves et que ça ne va pas être possible. Parce que tout le monde parle des difficultés et tout. Moi, je dirais que la meilleure leçon, c'est de ne pas abandonner parce que j'ai eu de belles surprises, le fait de croire en moi ça, et de continuer parce qu'après... Bon, ça, c'est moi qui pense comme ça. C'est après chaque difficulté, il y a une sorte de bénédiction, mais qu'on ne peut pas voir ou entrevoir avant. C'est-à-dire que souvent, on va essayer de mettre sur son chemin, en fait, on va dire, bon, moi, je vais faire ça, et ensuite, j'aurai ça comme résultat. On sait très bien que ça ne se passe pas forcément toujours comme ça. Et parfois, on a de belles surprises qu'on n'avait même pas imaginées. Donc moi je dirais c'est que le fait de croire en soi c'est une des plus belles bénédictions que moi j'ai pu avoir. Et en fait ce qui est bien c'est que c'est moi-même qui me suis sur ce chemin-là qui me suis autorisée à croire en moi et qui ai cru en moi et encore aujourd'hui. Et le fait de ne pas abandonner. Ensuite la pire leçon, la pire leçon, moi le Covid ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'avais pas entrevu du tout et pourtant je le savais, de multiplier mes sources de revenus. Donc ça, je suis en plein dedans. Et puis je dirais que c'est tout. Après, j'ai eu un certain nombre d'épreuves. C'est toujours lié, et moi, j'aimerais bien parler de ça aussi, à l'argent. Mais parce que en fait, aujourd'hui, c'est compliqué. Sinon, si on veut vivre, on peut vivre bien sans argent, façon de parler. Mais sinon, il faut que j'accepte une vie en mode décroissant en fait, ou une vie différente. Est-ce que moi ou d'autres personnes en fait qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, on est prêt à ça? C'est une décision personnelle. Moi en fait aujourd'hui je suis de plus en plus en mode décroissant en fait. C'est parce que le fait de ne pas gagner ma vie comme avant et être entrepreneur, ça m'a appris des choses, je ne pouvais même pas prévoir ça à l'avance et c'est un merveilleux cadeau. C'est de changer vraiment de façon de voir les choses. C'est ancré en moi. Ça n'aurait jamais été le cas si j'avais continué d'être salarié et entrepreneur en même temps. Parce que là, le fait soit de manquer quelque chose, soit de ne plus avoir en fait ce confort, et je n'oublie pas être confortable. Et quand je suis trop confortable des fois, je vais aller chercher certaines difficultés pour être challengée. Et je dirais que je suis vraiment maintenant en mode, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non. Est-ce que j'ai envie? C'est tout le temps par rapport aux yeux, par rapport aux autres, comment est-ce qu'ils vont eux me voir?
Et j'ai arrêté ça. Hein. Ouais. Difficile, hein, mais... oui, j'allais dire, venant de toi, c'est intéressant parce que tu as basé quand même ton développement au départ sur tout ce qui touche à l'apparence, à la consommation, etc. Donc il y a une réflexion derrière qui t'a amené à ça. En fait, dès le départ, sur les vidéos que je proposais, ça a été tout de suite, je ne pourrais pas être quelqu'un d'autre en vidéo que ce que je suis moi dans la vraie vie. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Ouais. C'est parce que j'ai toujours... C'est authentique. Hein. Ah voilà, c'est ça, c'est l'authenticité qui a fait, je pense, hein, la différence. Bon, après, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Il y a des choses, après, c'est pas t'allumes ta caméra. Et puis, aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de tout laisser, d'avoir un œil complètement comme aujourd'hui et de laisser, en fait, les choses comme ça pour dire aux gens, en fait, à qui je parle, mais c'est pas parfait, en fait, la vie, c'est pas parfait. Après, je sais que le jugement, ça va être compliqué. C'était compliqué un petit peu au début. Hein. Mais je me suis beaucoup formée, en fait, et c'est encore tous les jours le cas, personnellement, pour pouvoir faire face à certaines choses. L'acceptation de soi, déjà, c'est quelque chose, c'est un travail. Hein. Vivre avec soi-même, avec les autres, et partager des choses avec les autres. Pour moi, je faisais pas de vidéo si j'avais rien à dire, rien à partager. Ça m'était arrivé de le faire, et pour me rendre compte, en fait, que mais tu partages rien avec les gens, ça sert à quoi? Et ça se voyait tout de suite après au niveau des vues. Hein. Alors, je voudrais revenir sur ce que tu disais juste avant, justement par rapport à ta réflexion sur l'aspect décroissance, mais effectivement, être entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices hein, par rapport à ton niveau de vie, par rapport à tout un tas de choses. Tu disais que toi, tu l'as fait aussi pour t'occuper mieux, ou en tout cas plus de ta famille. Donc, comment tu as géré un petit peu tous ces changements dans ta vie? Est-ce que au final, tu as tiré des bénéfices par rapport à ta famille? Est-ce que tu as quand même dû faire des sacrifices, que ce soit matériels ou relationnels, etc. Comment ça s'est passé un petit peu toute cette expérience? Alors, j'avoue que je suis vraiment... je parle de bénédiction, hein, c'est que depuis le début, on n'a pas eu besoin de manquer en fait de quoi que ce soit. Parce que... moi, j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui travaille, parce que si on était tous les deux entrepreneurs, je ne pense pas que moi, j'aurais décidé de partir. Parce que j'avais quand même, finalement, envie d'avoir une certaine sécurité, alors que c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit que tant que tu es en sécurité, tu ne seras pas bien. Ouais. Mais c'était plus fort que moi. En tant que maman, on ne peut pas se permettre, en fait, de dire qu'on va tout lâcher comme ça. Et on a quand même envie de continuer d'avoir... parce que les enfants, ils n'ont rien demandé, finalement. Donc, non, on a continué mon mari est toujours salarié. Entre-temps, il a changé plusieurs fois de boulot. Et puis, moi, je suis contente comme ça parce qu'avant, c'était assez le truc un peu sédentaire, tout ça. Et puis, bon, après, ça lui plaisait bien. Hein. Et puis, voilà, en fait... sur les sacrifices Sur les sacrifices, je dirais que... on voit pas ça trop on n'a pas eu cette impression ou j'ai pas l'impression en tout cas aujourd'hui de faire des sacrifices. On vit plus avec les moyens que l'on a. On ne vit pas au-dessus de nos moyens, ce qui est une bonne chose en soi. Exactement. Et ça c'est le sujet de la formation que je sors d'ici peut-être 1 ou 2 semaines. Ça me tenait tellement à cœur, c'est de partager ça avec les gens, de leur dire qu'en fait, souvent on va vouloir aller chercher plus d'argent. Toujours plus de tout. Toujours plus d'argent, toujours plus de joli, toujours plus de fringues, etc. Mais le pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'ai l'impression que c'est parce qu'on vit en société et que c'est devenu normal de vivre comme ça. Mais maintenant, les choses dont on ne parle pas, ou très peu, c'est qu'on ne gagne pas tous la même chose. Hein. Bien sûr. Donc, vivre avec ses moyens, c'est la façon la plus intelligente d'être en accord déjà avec soi-même et de vivre mieux sa vie. Donc, c'est vraiment le point d'honneur, en fait. Après des difficultés, bien sûr qu'on en a eu, si ça nous est quand même arrivé que de temps en temps, pendant le Covid surtout, après heureusement on ne se déplaçait pas trop, c'était de se demander, là on n'a pas de rentrée d'argent, enfin moi, parce que mon mari il continue à avoir de rentrée d'argent. Moi, j'avais des rentrées d'argent après, pas avec les placements de produits que je faisais. Donc, c'est comme ça quand même que ça m'a amené petit à petit à réfléchir de nouveau à comment est-ce que je voulais construire les choses. C'était une très bonne chose d'ailleurs de se poser de nouveau pour entrevoir de la nouveauté pour Beauty Vahiné. Et on s'est quand même posé la question de temps en temps pendant le Covid, on va faire comment pour payer tel truc? Comment est-ce qu'on fait pour payer ça?
la voiture, elle fonctionne plus, on fait comment pour payer les pièces, etc. En plus, on ne peut pas commander les pièces, du coup, on ne se déplace pas trop. Voilà, moi, je préfère, je partage ces choses-là parce que pour éviter de faire comprendre aux gens, parce que souvent, le bling-bling ou peut-être les vidéos, j'ai eu l'impression que les gens me percevaient différemment de ce que j'étais, ou le fait d'avoir quelque chose d'un peu lisse, on va dire, avec les vidéos bien filmées, tout ça, d'avoir en fait, pas une vie parfaite, mais quelque chose qui pourrait être perçu différemment de ce que c'est réellement. Non, on a les mêmes difficultés que pourrait avoir une famille lambda, mais sauf qu'à un moment donné, on s'est dit, et surtout moi, j'ai pris les choses en main en me disant que je ne vais pas continuer en fait à vivre une vie comme ça, soit parce que tu as de l'argent, mais tu gères mal, soit derrière, en fait, parce que là, entrepreneur, c'est aussi ça, hein, c'est à un moment donné, tu fais ça parce que tu aimes ce que tu fais. Moi, c'était d'apporter des valeurs d'abord aux autres, avant l'argent. Alors, ça peut paraître hypocrite, mais si je kiffe ce que je fais et que je partage des choses qui apportent de la valeur aux autres, derrière, c'est comme ça que je gagne de l'argent. Parce qu'avant, quand j'ai commencé, c'est pas du tout comme ça. Je n'étais pas assez développée pour comprendre que ça, en fait, ce que je faisais au début, c'était il faut que je génère plus d'argent, toujours plus d'argent. Finalement, pour me dire à un moment donné que je faisais des partenariats que je n'aimais pas, que j'ai arrêté vite fait après, que je n'aimais pas. Il y a des vidéos que j'ai faites que je n'ai pas kiffé. Donc à un moment donné, je me suis dit, c'est pas ça, je ne suis pas partie du monde du salariat pour faire un truc que j'aime pas. Alors justement, tu disais que pour toi, ça avait été important, et tu viens de le redire, d'être authentique et de faire les choses qui correspondent à ta vision des choses. On le sait dans le monde justement de l'entrepreneuriat digital, des influenceurs, etc. Il y a toute la question des placements de produits qui pose problème parce que voilà, on entend parler de produits sans vraiment expliquer que la personne a été payée. Enfin, il y a tout un tas de discussions d'éthique, on va dire, autour de ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as été confronté? Comment tu as navigué un petit peu ces difficultés pour justement éviter de tomber dans le piège des influenceurs que justement on n'aime pas parce qu'ils vont trop loin? Alors, au départ, il n'y avait pas, comme je disais, il n'y avait même pas, on se posait même pas ce genre de questions, on va dire, alors que 2016, c'était quand même assez évolué à l'international, hein, mais il n'y avait pas ce qu'il faut, même pour nous ici, pour mettre en place. Aujourd'hui, en fait, quand on a une vidéo qui est rémunérée, qui est sponsorisée, etc., tu as un bouton que tu peux activer sur Insta, faire sur Instagram, pour dire que en fait, c'est une vidéo sponsorisée. Aujourd'hui, ça paraît normal, on va dire, de faire ce genre de choses, mais ça n'existait pas à l'époque, hein. On ne parlait pas de sponsoring comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que en fait, ça dérange de moins en moins, mais avant de poster une vidéo, les gens ils réfléchissaient à 2 fois parce que c'était comme de la publicité, on en parlait beaucoup, dissimulé. Mais moi, en fait, comme je n'avais pas le fait d'être dans un pays, je ne sais pas, non éligible, ça n'avait pas encore été développé par Facebook, moi, je le mettais en commentaire en fait de ma vidéo. Je mettais en fait en commentaire que vidéo non sponsorisée ou vidéo sponsorisée. Mais réellement, pour Facebook ou le réseau social que tu utilisais, c'était pas, la personne ne le voyait pas dans la vidéo en fait. C'était pas évident, quoi. Non, parce qu'on n'avait pas la possibilité, en tout cas moi je parle pour moi ici, de le faire. Et je pouvais pas me comparer à d'autres personnes puisque j'étais la seule à faire des vidéos comme ça. Donc, mais je peux comprendre le sujet, hein. Je sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui c'est devenu, on en bouffe tellement que c'est devenu normal en fait. Après, il y a des placements de produits, moi personnellement, qui me dérangent. C'est tellement fait, on va dire, de façon... on a vraiment l'impression qu'on se fout vraiment de nous, quoi. C'est les influenceurs de la télé-réalité. Ça, c'est quelque chose qui... Mais je pense que ça fait vraiment... Exactement, mais en fait, je pense vraiment que ça fait partie de... certainement de leur marketing, de faire les choses comme ça, ou sinon... en tout cas, ils ont tellement de gens qui les suivent que ça fonctionne. Ils ont d'autres moyens de communication via la télévision. Mais je comprends le sujet. Mais c'est juste qu'ici, à l'époque, il y avait que moi et il n'y avait pas. Il n'y avait pas, en fait, de possibilité de le mettre. Et les marques ici, il fallait aussi leur faire comprendre que normalement, je suis obligée. Il n'y avait rien de mise en... Parce que j'imagine qu'eux-mêmes n'avaient pas cette culture, cette compréhension des problématiques non plus. Non, ils n'avaient pas du tout conscience de ça. C'est moi qui ai abordé le sujet. Et après, quand j'ai abordé le sujet, il fallait aussi argumenter pendant un certain nombre de minutes pour faire comprendre, mais pourquoi est-ce que tu es obligé de mettre... Parce qu'une pub qu'on va passer à la télé ou à la radio, tu vas entendre le nom de la marque. On a compris que c'était une publicité. Mais... quand toi, tu te mets en avant avec le produit, les gens, ils sont pas cons. Hein. Enfin, je veux dire, ils comprennent bien que c'est un placement.
Mais à l'époque, c'était pas aussi évident que ça. Hein. Les gens, ils se doutaient pas du tout que tu pouvais gagner ta vie en faisant des vidéos. Quand les gens, ils ont commencé à dire, mais elle gagne sa vie, en fait, en faisant des vidéos. C'est un truc de fou. Même moi, quand je suis partie, hein, je veux dire, quand j'ai dit à mon mari et mon père, parce que je suis très proche de mes parents, quand je lui ai dit que j'allais partir de mon travail dans un bureau d'ingénieur aéronautique pour faire des vidéos sur Facebook. Ouais, ça n'a pas dû passer très bien, ça. Ça a été compliqué. Effectivement. Ça a été très compliqué. Et il y a des choses qui ne se passent pas crème. Hein. Il faut travailler un petit peu hein, pour non, c'était compliqué. Et puis finalement, derrière, il n'y a personne qui retient mon nom. Hein, mais j'étais quand même initiatrice d'un certain mouvement. Aujourd'hui, quand je vois TikTok, ça a l'air tellement easy, en fait. C'est devenu, ça a été, depuis le Covid, une bombe, en fait. C'est devenu normal. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas un souci, mais tout le monde est influenceur, finalement. Tout le monde fait des vidéos, tout le monde fait des... Voilà. C'est une bonne chose que les gens puissent, après avoir un réseau, ils peuvent s'éclater, quoi. À l'époque, tu réfléchissais à 2 fois avant de mettre une vidéo. Alors on va regarder un peu l'avenir maintenant. Donc je vais te poser là aussi 3 questions traditionnelles de ce podcast. Tu me réponds sans réfléchir, optimiste, pessimiste. On rentre dans le détail après. Okay. D'accord. Donc ton avenir personnel, optimiste, pessimiste? Optimiste. Okay. L'avenir de ton entreprise? Optimiste. Et l'avenir du Fénois? Optimiste. Avec un temps d'arrêt. Alors ton avenir personnel, optimiste parce que tout se passe bien, j'imagine. Non, tout se passe pas super bien tout le temps, mais optimiste parce que je crois, encore une fois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que je crois en ce que je suis capable de faire et qu'il y a du travail, mais il faut le faire. Donc je suis très confiante parce que je mets ce qu'il faut en fait, et c'est pas forcément à chaque fois pour ceux qui vont écouter et qui pensent qu'à chaque fois c'est une question d'argent, non. C'est que je mets les moyens en fait personnels, c'est-à-dire que je mets du temps en fait dans ce que je fais. Je suis très optimiste sur la suite. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de travail, mais que c'est tant mieux finalement qu'il y ait du travail et qu'on puisse se mettre à l'œuvre, quoi. Et sur ton entreprise, justement, dans ce contexte où, comme tu le disais à l'instant, tout le monde est influenceur, est-ce que c'est aussi simple à se développer? Est-ce que tu arrives quand même à être optimiste malgré tout dans ce nouveau contexte? Oui, parce qu'en fait, je ne me pose pas trop de questions quand je publie une vidéo, parce que maintenant, voilà, donc je suis sur TikTok. Je ne me pose pas tant que ça de questions sur le fait sur la visibilité. J'essaie d'aller chercher la visibilité auprès de mon audience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, mais c'est pour s'amuser, ou après il y a des vrais, enfin les influenceurs entre guillemets, parce que maintenant je sais qu'ils ont commencé à ouvrir des agences d'influenceurs en Polynésie. Et à l'époque, je suis bien contente finalement, enfin moi d'avoir fait, je n'aurais pas forcément envie d'être en agence. Je critique pas du tout, hein, mais j'ai pris un chemin différent. Donc non, je me pose pas tant la question, je suis optimiste par rapport à ça. Et puis de toute façon, entre-temps, les réseaux sociaux, voilà, ça ferme, si les gens pensent qu'il faut utiliser que c'est un des leviers. Mais moi, j'ai d'autres leviers, en fait, qui ne sont pas forcément visibles et qui te permettent d'aller chercher directement une audience, qu'on appelle une audience qualifiée. Moi, je ne suis pas là pour... au départ, il faut que j'ai beaucoup de followers, parce que comme ça, au niveau de ce que les marques vont pouvoir voir et tout, voilà, il y a du monde qui me suit, ça mettait quand même du poids dans la balance. Mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout avec l'expérience. Et encore, j'ai beaucoup d'expérience encore à aller chercher. Mais aujourd'hui, voilà, à part les réseaux sociaux, je suis optimiste par rapport à ça, mais si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, parce qu'il y a d'autres moyens, d'autres leviers de pouvoir atteindre les personnes qui te disent « je suis intéressé parce que tu fais ». D'accord. Et alors du coup, l'avenir du Fénois, il y a un petit temps d'attente. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es optimiste, mais... Je suis optimiste parce que pour moi, la Polynésie, c'est pas que la politique. Évidemment qu'en grande partie, ça se décide avec la politique, mais chaque personne du Fénois est acteur, en fait. Et de savoir quel est le pouvoir que nous avons pour faire bouger les choses. Seulement, faut-il faire bouger les choses? Je suis optimiste, mais c'est si nous décidons de faire en sorte de faire bouger les choses. Et j'avoue que même moi, des fois, si on en dit, je suis fiou.
Des fois, je suis fiou. Sur certaines choses, ben, je suis fiou. Et c'est l'effet de masse qui va faire que ça va bouger. Habituellement, c'est lors des élections. Après, sinon, ça sera sous forme de manifestation. Mais je ne sais pas si tu as vu qu'ici, par rapport à ce qui peut se passer, par exemple, en métropole et tout, on ne fait pas des manifestations tous les 4. C'est pas la même culture. C'est pas le même nom, mais moi, je suis le principe, c'est que c'est pas la même culture. On va faire autrement, soit après, ça peut être, des fois comme moi, on est fiou, mais des fois, quand il y a des gros mouvements, en fait, ça va pas forcément se faire sous forme de manifestation, mais autrement. Est-ce que c'est une invitation du coup, est-ce que chacun soit un peu entrepreneur justement? Tu dis, il faut que chacun fasse quelque chose. Une invitation, bon, les gens... Pas forcément entrepreneur d'un point de vue économique, mais dans le fait de dire, il faut que je fasse, faut que je fasse quelque chose. Il faut en fait, de toute façon, c'est que là, on voit bien que tout... souvent, je vois, quand je prends comme référence Facebook, parce que je suis dessus pour voir les news, et des fois, je regarde les commentaires et je vois des trucs, des fois, qui sont tellement... aberrant, parce qu'en fait on a l'impression que tout c'est de la faute du gouvernement. Alors attention, je suis pas là parce que je me fais jeter des tomates. Tu n'es pas là pour faire la promotion du gouvernement, on est bien d'accord. Non, je suis pas là pour faire la promotion, c'est juste se rendre compte à quel point on peut entreprendre des choses, mais que je peux comprendre que des fois c'est tellement trop que finalement on se dit non, on va laisser les choses comme ça parce que ça va rien changer de toute façon. Mais c'est les choses qui... Voilà, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est cher. Chez nous, en tout cas, alors ailleurs aussi. Mais nous, on est tellement loin de tout qu'il y a des choses que l'on fait. Même moi, avec ma boutique, ces temps-ci, je ne commande même plus parce que le dollar, c'est très cher. Donc, une fois que ça arrive ici, il faut payer. Tu as des taxes à payer, des droits de douane. Les gens, ils s'en foutent de ça parce que tu n'as pas toi aussi à aller dire aux gens « mais c'est cher parce que ça. Parce qu'après, il y a la marge du coup, enfin bref, etc. Donc, en ce moment, je fais moins parce que c'est compliqué, c'est cher. Mais tout, il y a des décisions qui peuvent venir évidemment du gouvernement, mais il y a des choses aussi, les gens, je crois qu'ils ont du mal peut-être à comprendre que sur certains points, on habite loin de tout en fait. Donc il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Mais avec tout ce qui arrive, on a parlé de crise économique et on est en plein dedans. C'est que après et on est en plein dedans. Et j'ai même l'impression que ça a juste commencé. Donc c'est pour ça qu'avec des moyens simples, oui, on me dit que je fais vachement ma promotion là de la formation dans le podcast. Mais c'est que de retourner sur des choses simples. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais toujours allée chercher plus. Toujours plus. Alors que parfois, on est confortable avec un bon salaire et tout, et parce qu'on ne sait pas comment le gérer, mais on se rend compte qu'à la fin du mois, je ne sais pas comment terminer le mois, on est tout le temps à moins, etc. En réalité, on peut faire plus en ayant moins, ou en ayant déjà ce qu'on a, quoi. Et ça, moi, c'est un point d'honneur, c'est d'aller déjà vers ça, à ma hauteur, d'apporter des choses dans les foyers, à ma hauteur. Mais si chacun entreprend de faire quelque chose à sa hauteur, et dans ce qu'il est capable de faire avec les dons qu'on lui a donnés, de pouvoir, je ne sais pas moi, chanter, de pouvoir former les autres, d'apporter quelque chose de sa pierre à l'édifice au Fénois. Juste comme ça, je pense qu'on peut changer déjà la face du monde avec ce qu'on a nous. Alors, il y a des choses peut-être on aura du mal à changer, mais au moins c'est jouable de faire les choses et de toujours croire en soi et de faire surtout, passer à l'action. Ok, super message d'espoir. Alors du coup, dans ce contexte-là, donc tu nous as parlé de quelques projets que tu as là, ta formation, etc. L'avenir de Beauty Vahiné, c'est quoi? Si je te dis dans 10 ans, ça ressemble à quoi, tu me dis quoi? Il faudrait que je me pose plus souvent ce genre de questions. Je suis trop dans le après, mais de demain. C'est pas très bon. Enfin, c'est bon, mais il faut aller voir plus loin. Dans 10 ans, j'aurai 51 ans quand même. Je ne sais pas si je serai encore... Moi, j'aimerais bien continuer, parce que j'en faisais à un moment donné, de continuer de faire des podcasts, d'entrer chez les gens, continuer d'entrer chez les gens, de leur apporter de la valeur, sous quelle forme, je pense au podcast pour le moment. Mais ce qui est sûr, là, je n'ai pas fait de plan sur la compte, mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais continuer d'apporter de la valeur aux autres. Sous quelle forme, on verra plus concrètement plus tard, mais continuer d'apporter... Moi, mon défi dans la vie, c'est de continuer tous les jours d'apporter quelque chose, de la valeur aux autres, et que ça puisse, moi, me rendre heureuse, que ça puisse rendre quelqu'un qui avait besoin d'entendre un message particulier aujourd'hui heureux, et de croire en lui, parce que je pense que c'est comme ça qu'on va changer les choses, c'est de pouvoir permettre aux gens d'être plus heureux dans la vie,
en permettant de se rendre compte qu'avec ce qu'on a déjà, on peut être heureux. Et c'est ça ce que j'aimerais moi dans 10 ans, c'est concrètement de pouvoir continuer d'apporter de la valeur aux autres. Le format, on verra. Et voilà. Okay. C'est déjà beaucoup, focus sur la mission et peu importe après comment ça se après le format, on verra bien, mais il y a certainement d'autres choses qui arriveront. Il y a TikTok qui est déjà arrivé, il y a plein d'autres choses. Mais continuer d'entrer chez les gens en partageant des messages positifs, mais des choses, pas des plans sur la comète, mais vraiment des choses qu'ils sont capables de réaliser. Des fois, on ne s'imaginerait pas que c'est à portée de main, mais tellement il y a trop de choses autour de nous qui font qu'on perd parfois le fil, et le fil de croire déjà aussi qu'on est capable de réaliser des choses. Alors du coup, tu as plus ou moins déjà commencé à répondre à la question, mais ma dernière question, c'est justement si tu avais un message à transmettre à nos auditeurs, à toutes celles et ceux qui vont écouter cette discussion. Si vous voulez leur laisser un dernier message avant de partir, ce serait quoi? C'est de croire qu'ils sont capables de réaliser ce qu'ils veulent dans cette vie, mais réellement, s'ils continuent en fait de croire en eux et de passer à l'action pour mettre en place en fait ce qu'ils ont dans leur tête ou dans leur cœur, et de ne pas laisser leur rêve de côté, de se dire que tout devient trop compliqué. Il y a des solutions, mais maintenant, après, ça demande certains changements de comportement ou dans leur vie aussi. Parfois même de personnes qui nous entourent. Donc, c'est de continuer de croire qu'ils sont capables de réaliser ce qu'ils veulent. Mais maintenant, il faut travailler, il faut aller chercher les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Croire, c'est bien, bosser, c'est mieux. C'est bien de croire, d'avoir foi en ce qu'ils sont capables de faire, mais c'est mieux avec le travail, sinon ça va être compliqué. Effectivement, et je pense que tu l'as bien démontré avec tous tes projets. Emmanuel, merci beaucoup. Merci, j'ai tellement parlé. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bonne continuation à toi. Merci à vous aussi. Nana. Et voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré par Philippe en compagnie d'Emmanuel, fondatrice de l'entreprise Beauty Vahiné. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!